Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité de la matinale ce matin est Olivier Alain. Il est maire de Corlay, il est également conseiller régional de Bretagne. Et j'ajouterai agriculteur, il y tient aussi beaucoup. Bonjour Olivier Alain. Bonjour. Alors on va parler justement d'un sujet qui a trait à l'agriculture, c'est la PAC. Alors est-ce qu'on peut dire un mot pour nos auditeurs de ce qu'est la PAC ? Alors la PAC, il faut savoir que c'est la première politique publique européenne importante, c'est la première qui a été mise en place, donc en 1962, donc il y a 60 ans. Et aujourd'hui, c'est encore 38% des dépenses de l'Europe, donc c'est une politique totalement intégrée avec des règles communes et qui représente à l'échelle européenne 63 milliards d'euros, donc ça n'est pas rien, et à l'échelle française 10 milliards d'euros. Alors la PAC, elle a besoin d'une réforme. C'est en tout cas ce qu'on entend aujourd'hui. Cette réforme de la PAC, qu'est-ce que ça va, enfin en tout cas comment ça va se traduire pour vous, je peux le dire, agriculteurs ? Alors déjà des réformes sur la PAC, il y en a eu beaucoup, et il y en a une encore en cours. Pour que nos auditeurs comprennent bien, il faut savoir que jusqu'il y a encore 4-5 ans, les prix étaient assez stables. Les prix ne bougeaient pas. Il y avait des aides, des paiements fixes, qu'on appelle ça, à l'hectare. Plus tu as d'hectares, plus tu touches, puisque c'est proportionnel à l'hectare, et qui étaient censés compenser des baisses de prix. Parce que les prix, jusqu'il y a quelques années, voire quelques mois, parce qu'il y a un avant et un après 24 février 2022, les prix, par exemple pour le blé, étaient à 150 € la tonne, et aujourd'hui ils sont à 360 € la tonne. Donc Qu'est-ce qui explique, Olivier Alain, qu'il y a eu, alors on parle évidemment de la guerre en Ukraine, et ce fameux 24 février, mais qu'est-ce qui explique que très vite les prix sont montés ? Alors forcément que quand vous avez un pays producteur comme l'Ukraine qui produit près de 60 millions de tonnes de blé, quasiment presque tout exporté, qui ne peut plus intervenir pour des raisons que chacun peut comprendre, forcément ajouté avec un peu de spéculation, et c'est pas que de la spéculation, parce qu'il y a des pays du Sud qui vont pas être livrés, donc les prix montent, c'est la loi de l'offre et la demande, les prix montent. Mais avant la guerre en Ukraine, on sentait que ce qu'on appelle les commodités, en termes, en jargon économique, qui représentent en gros les matières premières, les colzas, les blés, les poudres de lait, les beurres, ont tendance à monter. Les prix montent parce que la population mondiale augmente. 8 milliards. Oui, dites-vous bien qu'en 2008, c'était une crise économique extrêmement importante. On était 1,2 milliard de moins. On est 200 000 tous les jours sur cette planète. Donc 200 000 consommateurs en plus. Malheureusement, tout le monde ne mange pas à sa faim comme on peut... Malheureusement, l'actualité nous le rappelle. Mais il y a des besoins de plus en plus importants. Et il y a à côté de ça, un réchauffement climatique, des aléas climatiques, donc une production qui devient erratique, d'une année à l'autre, des stocks plutôt à la baisse. Donc, encore une fois, dans une économie de marché, quand il y a un manque de produits, les prix montent. C'est vrai en agriculture, c'est vrai dans le domaine automobile. Dans tous les domaines, c'est comme cela. On a eu une année 2022, alors elle n'est pas terminée, mais en tout cas un été qui a été terrible pour l'agriculture, on l'a vu alors à l'échelle française, mais même aussi à l'échelle régionale ici en Bretagne, on manque d'eau, alors ça va un petit peu mieux là, on est un peu arrosé ces derniers jours, mais on manque d'eau, il y a eu une forte sécheresse, il y a eu même des incendies. Est-ce que l'agriculture va devoir s'adapter très rapidement finalement, dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, à ces aléas, à ce changement climatique ? Oui, forcément, l'agriculture s'adapte et doit s'adapter à l'échelle d'une génération. Moi, j'ai 58 ans, donc ça fait 32 ans que je suis agriculteur. Je vois déjà l'évolution climatique, ce qui est terrifiant, parce que l'humanité existe depuis des millions d'années, de se rendre compte sur l'espace d'une génération, les pertes de biodiversité, les hivers de moins en moins froids, les zones humides évoluer, ça a quelque chose de terrifiant. Et quand les climato-sceptiques n'existent quasiment plus, heureusement, mais il y a de quoi être peut-être inquiet de voir
encore à la COP27 qui vient de se clôturer il y a quelques jours, un résultat timoré. Et c'est comme ça à chaque COP. Et alors que les populations vulnérables, mais l'agriculture a besoin justement que les choses ne se dégradent pas, puisque le premier secteur qui va en subir les conséquences, au-delà de la montée des eaux, c'est la production agricole avec des températures de plus en plus chaudes, trop d'eau, ou trop sec, ou trop froid, et donc des tensions encore sur les matières premières. Donc c'est ce qui inquiète d'ailleurs les experts du GIEC. Donc il va falloir s'adapter. C'est par exemple, concrètement, c'est des espèces plus résistantes à la sécheresse, c'est des semis plus précoces. Bon, il faut s'adapter et lutter, il faut faire les deux en même temps. La lutte contre le réchauffement climatique, elle est un sujet vraiment politique et international. Et l'adaptation, elle est à l'échelle locale. Les agriculteurs, les organismes techniques, les outils de recherche qui doivent faire en sorte justement qu'on puisse continuer à produire avec des conditions qui varient, même si la Bretagne est moins touchée peut-être, mais Valette, puisqu'on estime qu'à Rennes, nous aurons le climat de Toulouse dans une vingtaine d'années. Donc, de quoi être inquiet. C'est très proche. 20 ans, je ne vais pas dire c'est rien, mais à l'échelle humaine, c'est quand même quelque chose d'assez terrifiant. On voit aussi le fait que les agriculteurs n'ont pas les deux pieds dans le même sabot, si vous me permettez le terme, et anticipent. On voit aussi de nouvelles cultures qui apparaissent. On parle beaucoup du sorgho aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre du sorgho un petit peu partout ? Oui, alors le sorgho connaît un développement assez timide quand même, mais c'est une plante qui est moins exigeante en eau, mais il y aura besoin de mettre de nouvelles cultures qui sont moins exigeantes en eau, parce que la canicule qu'on a connue cet été a été sauvée par endroits, notamment dans le nord du département, dans l'ouest breton, parce qu'il y a eu quelques bonnes pluies juste à temps, mais dans le nord du département des Côtes-d'Armor, enfin nord-est plutôt, côté non Trégor, mais le côté plutôt Lamballe, Morieux. J'avais un éleveur qui m'appelait hier, il a fait un rendement de 40% inférieur à d'habitude. Donc il faudra adapter les cultures. Mais par exemple des luzernes, les luzernes, ce sont des plantes qu'on voit beaucoup en Italie, qu'on voit beaucoup aux États-Unis, qui ont un système racinaire très profond, qui résiste mieux à la sécheresse. On ne peut pas mettre que de la luzerne non plus, parce que c'est une plante qui est très riche en protéines, qui est très intéressante, mais qui n'a pas assez d'énergie pour faire du lait. Donc il y a besoin de faire évoluer nos systèmes. Alors c'est aussi toute une remise en cause de l'agriculture telle que les anciens la pratiquaient. Alors on va arriver sur un terrain compliqué. On parle beaucoup des phytosanitaires en ce moment, de la qualité de l'eau, des marées vertes ici en Bretagne. On voit que l'agriculture fait des efforts, bouge beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à parler, j'allais dire en tout cas pour les agriculteurs conventionnels, avec les agriculteurs bio, ou ceux qui choisissent d'aller vers le bio, et aussi des associations environnementales qui pointent très souvent du doigt l'agriculture, on l'a vu avec le problème de l'eau en particulier. Alors il faut dire à nos auditeurs que déjà il y a eu du résultat. Moins 35% de taux de nitrate, c'est la seule région de France qui voit une telle performance, la dégradation en Île-de-France des eaux souterraines, donc c'est-à-dire qu'ils sont plombés pour des dizaines d'années en taux de nitrate. Alors il n'y a pas de stigmates comme les algues vertes, puisqu'il n'y a pas de région littorale, bien sûr, en Île-de-France, mais ils ont des eaux qui sont très dégradées. En Bretagne, 40% de nos eaux sont conformes à ce qu'on appelle les DCE, Directive 4 sur l'eau, quand les Pays de Loire sont 11%. Déjà, il faut souligner quand même le résultat et l'effort des agriculteurs. Sur la partie nitrate, il y a moins d'algues vertes, mais il y en a encore de trop, et il faudra gagner plus du tout, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Il y a un troisième plan algues vertes qui est en route, qui a été décidé par l'État et par la région, avec des nouvelles mesures pour continuer à cette reconquête de la qualité de l'eau. Je crois qu'il faut surtout développer ce qu'on appelle les plantes pérennes, les régras, les prairies, les luzernes. Et tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le dire, pas tout à l'heure peut-être, mais dans la presse, chez vos confrères, que je m'inquiétais de voir l'élevage en Bretagne disparaître. Dans les colonnes de nos confrères de Télégramme, en exactement, de façon totalement inédite, puisqu'on perd 110 vaches par jour, et quand on perd 110 vaches, dimanche et jour de fête, c'est 110 hectares de prairies. Donc, les prairies qui sont le meilleur réceptacle pour lutter contre les algues vertes sont remplacées par du maïs, du blé, donc peut-être un peu plus de pesticides forcément, un peu plus d'engrazoté. Donc la situation d'élevage est tellement dramatique que les gens préfèrent
travailler moins et gagner plus. Il y a un homme politique qui avait un autre slogan à l'inverse, en 2007, je ne le cite pas, mais tout le monde l'a en mémoire. Mais malheureusement, on va dire le travailler moins pour gagner plus. C'est le cas du végétal, dont la tentation est de se débarrasser des vaches, avec toutes les vertus que ça a, notamment les prairies, son bocage, pour la remplacer par des cultures, d'où mon interpellation, quelque part, sur cette réforme de la PAC dont on a parlé en début d'entretien, où je pense qu'il faut donner les aides, et c'est vrai dans beaucoup de domaines, y compris peut-être la radio dont on parlait en aparté, à ceux qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, l'élevage n'est pas été soutenu. Les grandes cultures, comme je le disais tout à l'heure, qui ont vu leur prix doubler, n'ont pas besoin du tout d'aide aujourd'hui, du tout. Et ils perçoivent encore des aides, 5 milliards d'euros. Il faut réfléchir les aides finalement. Il faut réfléchir les aides. Et moi, ce que je propose et ce que j'ai toujours défendu, comme les États-Unis le font dans le Farm Bill, ce sont ce qu'on appelle des aides contracycliques. Un peu plus d'aides quand ça va mal, parce que le marché est dégradé, et un peu moins, voire pas du tout quand ça va bien. Ça fait sens. Pourquoi donner des aides publiques qui sont des impôts que chaque contribuable paye à des gens qui vont, du coup, en ont pas besoin, qui font des revenus qui sont colossaux dans les régions céréalières, au moins du nord de la France, parce qu'ils n'ont pas subi de sécheresse. Et du coup, ici, des éleveurs qui sont en souffrance, qui achètent leurs céréales pour leur porc, pour leur volaille, et qui, du coup, font le choix d'abandonner l'élevage pour faire de la grande culture. Je pense que nos auditeurs ne se rendent pas compte de ce qui se passe en Bretagne. C'est un vrai séisme sur l'élevage, avec une réduction de production drastique dans toutes les productions. Et on sera demain déficitaire, je peux vous dire dans 4-5 ans, en viande bovine, en lait, comme on l'est en aviculture alors qu'on était excédentaire il y a 10 ans. En porc, le chemin est pris aussi. Et on se plaindra, on se reverra peut-être avec la gueule de bois dans 4-5 ans, comme on l'a fait pour les masques. Parce que l'alimentation viendra d'ailleurs. Justement, on importe aujourd'hui, on parlait par exemple des volailles, on importe aujourd'hui des volailles alors qu'avant on en exportait finalement. C'est incroyable parce qu'il y a 10 ans, la France était premier exportateur européen aux volailles. Aujourd'hui, quand vous allez au restaurant, c'est souvent au restaurant que ça se passe, à ce qu'on appelle la RHF, restauration hors foyer, 50% des volailles qui sont consommées par les consommateurs français viennent soit de Belgique, soit de Pologne, soit d'Ukraine, soit du Brésil. Donc elles sont plus produites ici. Quelle perte de valeur ajoutée, quel gâchis, et dans des conditions de bien-être ou d'utilisation éventuellement d'antibiotiques qui n'ont rien à voir avec la réglementation française, bien sûr. Donc je crois que l'exemple de la volaille n'est pas à suivre, n'est pas à suivre. Avec aussi un bilan carbone terrible, parce qu'il faut les importer, ces volailles. Voilà, il y a beaucoup de transports, que ce soit en avion ou par camion, par exemple. Bien sûr, un bilan carbone qui n'est pas bon, et je m'insurge des fois de voir des associations, tout faire pour que l'élevage, qu'ils considèrent en Bretagne industrielle, s'égosiller pour ne pas voir de projet voir le jour. Mais qu'ils aillent ailleurs, l'élevage hors sol, dit hors sol, c'est-à-dire de porc et de volaille, dans le monde entier, il se fait sous forme de claustration. Enfin, les animaux sont enfermés. Mais dans le détail d'élevage, l'exemple de la Chine avec son immeuble à cochons de 15 étages, alors ça existe en Chine, mais quand on va en Pologne, on voit des élevages qui n'ont rien à voir. Ce ne sont pas des élevages familiaux, ce sont des élevages qui appartiennent à l'industrie d'aval. Je pense qu'il faut regarder, il faut sauver l'élevage familial. C'est le sens de ce que je peux raconter parce que c'est pas une histoire qu'on raconte, c'est un vrai récit. Parce que la Bretagne, sa vie ici, on n'a qu'à soi. Regardez tout autour un peu l'industrie agroalimentaire dans toutes les communes. C'est lié à l'élevage. Plus l'élevage, plus d'agroalimentaire, mais plus non plus de services. Les contrôles laitiers, les centres d'assimilation, les vétérinaires, ils sont 17 chez moi. Donc j'ai peur de cette perte de ruralité. Il suffit d'aller dans un département comme l'Aube, par exemple, où il n'y a que des grandes cultures, il n'y a plus de ruralité. Il y a des villes et puis des déserts. Est-ce qu'on veut ça pour la Bretagne ? La perte de l'agriculture familiale, c'est la perte de la ruralité en quelque sorte. C'est ce que vous nous dites, Olivier Alain, ce matin au micro de Bretagne 5. C'est aussi une perte d'une forme de vie rurale, parce que là où il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de vie rurale. Comment inverser la tendance aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des leviers possibles ?
Vous le dites très bien, hein, la Bretagne a des villes moyennes qui sont extraordinaires, hein, Loudéac, Lamballe, où il fait bon vivre, où on n'est pas embêté par les bouchons, par les déplacements. Comment inverser la tendance? Quoique pour les bouchons parfois. Quoique, quelquefois, ouais, c'est vrai, à 8h15, 8h30. Eh bien, il faut, comme je le disais tout à l'heure, mettre des moyens, réfléchir les moyens pour soutenir l'élevage. Parce que, bien sûr, l'élevage agroécologique, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, encore une fois. Mais, et il ne s'agit pas d'augmenter les volumes de production, mais de les maintenir à minimum. Hein. On n'est plus dans une histoire des années 80 où la production augmentait de façon un peu déraisonnée. Mais aujourd'hui, c'est si l'élevage diminue, c'est aussi la compétitivité des entreprises, parce que les marges sont faibles. Si une entreprise coopérative ou privée ne sature pas son unité de production, il le ferme, et vous verrez demain des abattoirs, des laiteries fermées. Donc il s'agit d'un écosystème à protéger, et l'argent public a vocation à soutenir des activités quand on considère qu'elles sont bonnes pour les territoires, pour de l'équité tout simplement, parce qu'il n'y a pas que les métropoles, les territoires ruraux n'ont que ça, vraiment que ça, et notamment en Bretagne. Donc, je milite bien sûr pour un soutien accru, un refléchage de ces fonds. Ce n'est pas des fonds supplémentaires, mais c'est des données au secteur qu'on a besoin. Je serai dans l'arboriculture, c'est pareil, hein, on importe beaucoup de nos fruits, beaucoup de nos légumes, donc il faut concentrer les moyens publics sur des secteurs qui sont déficitaires, qui sont importés, et pas dans des conditions de production qui sont convenables au regard des attentes des consommateurs. Alors on parlait tout à l'heure de la ferme à cochons, ou de l'immeuble à cochons, je ne sais pas comment on peut le qualifier en Chine, alors on a pas ça en Bretagne, mais il y a quand même, et vous le soulignez en creux en quelque sorte, Olivier Alain, ces protestations contre des extensions d'élevage. On a entendu quelques expressions ici sur l'antenne de Bretagne 5. Est-ce qu'il y a deux agricultures finalement en Bretagne, une agriculture qui refuse un peu toute cette commercialisation, permettez-moi le terme, hein, il n'est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas tout ce côté très, très intensif et qui veut aller vers quelque chose de plus raisonnable, et une agriculture, j'allais dire traditionnelle, qui a du mal à vivre. Est-ce que les deux ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas se comprendre? Si, les deux doivent pouvoir se parler. Voyez-vous, moi j'ai de la volaille en agriculture biologique. Et l'agriculture biologique connaît une crise inédite. Inédite parce que les consommateurs ont arrêté de consommer. Hein, l'œuf bio, moins 10% de consommation, trop de bio. La coopérative auquel j'adhère de Gouessant a une bonne partie de ses œufs bio vont en non bio avec des pertes considérables. Y compris pour les éleveurs, on a des vides sanitaires. Donc il faut maîtriser le bio, mais il faut aussi que l'agriculture conventionnelle, et c'est le sens des politiques publiques et des mesures agri-environnementales et climatiques, qui ne sont pas uniquement faites pour les bio, mais de réduire massivement la chimie, les pesticides, les engrais, pour justement avoir une agriculture agroécologique. Ça a été un sujet aussi pendant la COP27, hein, cette définition de l'agroécologie, auquel je suis très attaché, moi, en tant qu'ancien président de chambre, en tant qu'élu régional, et qui sera aussi toujours à la région Bretagne, sous l'égide de l'Élection Gérard, son fil conducteur. On a également aujourd'hui une autre crise qui s'ajoute à la crise, c'est la grippe aviaire. Alors on en parle régulièrement. Est-ce que la Bretagne est beaucoup touchée déjà? Elle commence à être touchée, hein. Il faut savoir que l'année dernière, par exemple, en Vendée, il n'y avait plus une volaille. Et la crainte que l'on a, pour dire même l'angoisse, c'est que la Bretagne puisse être pareille, puisqu'avant c'était une crise qui arrivait uniquement en hiver, et là on l'a trimballé, on peut le dire, tout l'été. Et il y a quelques cas en Côte-d'Armor, en Bretagne, dans tous les départements. J'espère qu'on n'arrivera pas à des situations dramatiques comme en Vendée, parce que je ne vous dis pas l'impact qu'il y aurait financièrement pour l'ensemble des maillons de la filière, et personne ne peut satisfaire, mais c'est une maladie qui est, je sais pas, qui est très dure à gérer, on n'a toujours pas de vaccin, et qui est très angoissant dans tous les cas pour tous les acteurs de la filière. Alors, autre angoisse, celle-ci, c'est l'angoisse du panier de la ménagère. Aujourd'hui, on voit les produits qui augmentent, on voit les agriculteurs qui se plaignent de ne pas être bien rémunérés par la grande distribution. Est-ce que là aussi, il va falloir à un moment remettre tout à plat et rediscuter avec la grande distribution? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui. Tout augmente, mais les revenus des agriculteurs et le panier de la ménagère restent quand même la portion congrue.
Alors pour le coup, les comptes de l'agriculture vont sortir dans quelques jours et le revenu de la ferme France, le revenu des agriculteurs va augmenter. Les prix vont monter, ils vont augmenter, même si les charges ont fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Beaucoup chez les grandes cultures, énormément, beaucoup moins chez les éleveurs et c'est un peu que de rattrapage, mais l'année 2022 ne sera pas mauvaise pour le monde agricole. Ceci étant, la distribution, une fois de plus, mais on est tellement habitué à ça, ne joue pas le jeu et continue à raisonner en pourcentage en marge et donc fait et notamment l'un d'entre eux qui a souvent pignon sur rue, dont on entend souvent parler, qui exagère complètement et qui exagère et qui continue de conforter ses marges en accusant les industriels qui eux n'ont pas pu répercuter la hausse des matières premières, notamment d'énergie, des emballages. Donc encore une fois, il y a une partie de poker menteur. Il y a eu un rapport fait par les sénateurs qui semblerait dire que personne n'a profité, que les distributeurs affichent leurs résultats, même s'ils ont des façons très habiles de les maquiller par un système de cavalerie de SCI qui font qu'ils parlent toujours en marge brute et jamais en marge nette. Donc la manœuvre, on la connaît. Mais aujourd'hui, le secteur agricole va mieux gagner. Le secteur de la transformation, ce sera assez compliqué pour eux, très compliqué. Et le secteur de la distribution, même s'il y a quelques cas qui sont un petit peu moins bien lotis que d'autres, ils arrivent toujours à se rattraper parce que voilà, ils tiennent ils sont peu nombreux. Il faut rappeler qu'ils sont 4 en France et qui font toujours la pluie et le beau temps malgré les différentes lois qu'ont pu faire les législateurs, qu'elles s'appellent Egalim 1, Egalim 2. Alors on a aussi des agriculteurs qui choisissent les circuits courts, qui vendent à la ferme. Ça se voit de plus en plus, on en a quelques-uns qui viennent parfois s'exprimer sur l'antenne de Bretagne 5. Est-ce que c'est une nouvelle voie plutôt intéressante pour avoir une agriculture aussi ancrée de façon rurale dans les villages ou dans les petites villes? Alors c'est très bien pour ceux qui peuvent le faire, très très bien. Faut pas oublier qu'en Bretagne, on nourrit l'équivalent d'à peu près 20 millions d'habitants. Nous sommes 3,3 millions, donc ça peut pas être le modèle unique parce que on va pas faire de la vente directe quand on est à Corlay vers Lyon, quoi. Donc, mais ceux qui peuvent le faire, il faut le faire, faut l'encourager. On a vu aussi, toujours pareil, le consommateur un peu en contradiction, où il a fait beaucoup d'achats pendant le Covid en circuit court, et dès que c'est terminé, dès que la crise est plutôt derrière nous, reprendre ses vieilles habitudes. Donc c'est pareil comme pour le bio, où il était très demandeur, et avec l'inflation, il se détourne de la production d'agriculture biologique. Donc avoir des stratégies long terme dans le monde de la production, c'est pas évident, mais ceux qui peuvent, bien entendu, faire du circuit court et qui habitent en périphérie de villes, de Saint-Brieuc, de Loudiac, de Pontivy-de-Lamballe, ont intérêt de le faire, bien entendu. Avec une nouvelle clientèle, beaucoup de néo-ruraux, comme on les a un petit peu, alors parisiens on dit aussi, qui viennent s'installer, pardon pour nos amis parisiens qui nous écoutent, on les aime bien, qui viennent s'installer en Bretagne, parce que la Bretagne est attractive, et qui cherchent une qualité de vie qui se tourne souvent vers les circuits courts. C'est peut-être une voie explorée aussi? Oui, bien sûr, oui, mais encore une fois, ça restera. Je répète un peu ces chiffres-là, de la Bretagne, première région agroalimentaire d'Europe, notamment en production animale. Vous imaginez un élevage comme le mien, 12 000 poules, qui est un petit élevage, j'ai de quoi alimenter 12 000 personnes. 12 000 personnes, donc s'il y en a tous les jours. Donc si j'en ai 12 000 à défiler prendre mes œufs, il va falloir que je trouve des clients. Voilà. Au-delà de Corlay. Au-delà de Corlay, voilà, vous allez exporter, Olivier Alain. J'aurais voulu vous entendre aussi on en avait parlé lorsque vous étiez venu, sur la condition des agriculteurs. Aujourd'hui, on a vu une grande détresse. Il y a cette époque d'une grande détresse des agriculteurs, parfois seuls dans leur ferme, parfois qui se suicident, il faut bien lâcher le mot. Aujourd'hui, on a une grande contrainte avec l'inflation, avec l'augmentation des charges, avec l'augmentation en particulier de l'électricité. Une exploitation agricole est gourmande en électricité. Est-ce que le monde agricole va mieux d'un point de vue humain ou c'est encore compliqué? Quand la conjoncture s'améliore, et c'est quand même le cas cette année, encore une fois, forcément que ça facilite les choses, même s'il y a toujours des situations
qui sont au niveau agricole peut-être malheureusement de plus en plus hétérogènes. Alors les chiffres que nous entendons, c'est des revenus moyens, mais parce que la compétition est dure, il faut être toujours... il y a 30 ans, ou 35 ans, quand j'étais technicien agricole, même les agriculteurs dits moins performants, j'aime pas trop le terme, parce que j'aime avec beaucoup de guillemets, parce que... Pardon, j'ai trop de respect pour le monde agricole. Arriver à vivre, aujourd'hui, il faut être au taquet, pour prendre une expression un peu vulgaire partout, pour bien vivre ou gagner de l'argent. Donc ce monde de compétition est dur, donc il y a encore, même si globalement ça va mieux, des gens qui ont un peu plus de difficultés et qui du coup, le moral n'est pas forcément très bon. Vous arrivez à, je vous en prie, éclaircissez-vous la voix. Vous arrivez à discuter avec les agriculteurs qui sont plus en pénibilité, qui viennent vous voir, qui vous appellent, qui vous disent voilà, moi ça va pas. Alors il y a des structures qui ont été mises par la MSA notamment, la Mutualité Sociale Agricole, et des alertes pour que les agriculteurs ou les voisinages qui voient des gens un peu en détresse soient contactés, soient contactés, qui est de l'écoute. Donc c'est des dispositifs qui marchent assez bien, comme Agir, qui est tenu par la Chambre d'agriculture également. C'est un sujet toujours de préoccupation au quotidien qui ne disparaîtra pas comme ça. Chez nous, comme ailleurs aussi, dans d'autres professions chez les policiers, par exemple, qui font des métiers extrêmement difficiles, où il y a aussi, malheureusement, des situations dramatiques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre au sérieux. Olivier Alain, il nous reste à peine une poignée de secondes. Je voulais vous entendre sur la jeune génération, parce qu'on en parle beaucoup, des jeunes qui arrivent dans plein de domaines, dans plein de métiers aujourd'hui. La jeune génération très technophile qui arrive en agriculture, qui sait manier le drone pour voir les cultures d'un peu plus haut, ou surveiller tout simplement. Cette nouvelle génération, ça peut être un renouveau de l'agriculture. Et est-ce que les jeunes se tournent vers l'agriculture d'ailleurs ? Oui, alors ces jeunes très technophiles, c'est une bonne nouvelle. Mais quand on parlait, comme en début d'entretien, de tout ce qui est environnement, c'est un complément. Les solutions à la crise, on va dire, environnementale, que ce soit par rapport au carbone, aux pesticides, les nouvelles technologies vont pouvoir permettre de réduire les doses, de donner la bonne dose au bon produit au bon moment, donc d'être en réduction, mais ça n'échappera pas à des revisites de système, parce que l'agronomie, telle que nous a légué cette terre, il y a des règles de base, d'assolement, rotation, qu'il faudra respecter, quelle que soit la technologie, mais c'est un plus que nous apportent les jeunes. Voilà, on en reparlera, parce que là, on dépasse l'heure. Je vois mon réalisateur qui me fait signe. Merci Olivier Alain d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maire de Corlay, vous êtes conseiller régional de Bretagne et aussi agriculteur, et vous avez 12 000 volailles, donc s'il y a des clients, le message est passé. Merci infiniment. Et les vaches et les tentes, n'oublions pas. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Belle journée. Merci, au revoir. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.